100% PSG, le MAG. Pia Clément. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 36 de 100% PSG, le MAG. Il y a du nouveau cette saison, évidemment cet épisode est le premier de la 7e saison de ce magazine sur le Paris Saint-Germain. Depuis l'année dernière, on est passé en podcast natif et en hebdomadaire. On a donc des podcasts qui durent 2 heures et on dit ce qu'on veut et on n'est pas interrompu et c'est trop bien et on peut être bien pointu comme on aime. Et puis, nouveauté aussi cette année, tous les épisodes seront diffusés aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube de France Bleu, donc vous allez pouvoir voir nos ganaches et ça, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée pour certains jours. En tout cas, cette nuit, j'ai plutôt pas mal dormi, donc ça passe. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale sur le tirage de la Ligue des Champions. Au moment où on se parle, on est vendredi matin, il est 9h50. Le tirage a eu lieu hier soir. On était prêt à dégainer les numéros des journalistes spécialisés dans le football kazakhstanais. Finalement, ça n'a pas été la peine. Le tirage est ultra classique et on est en studio avec 3 supporters qui ont l'habitude de faire des déplacements à l'étranger, qui font les DEP. Voilà, on appelle ça les DEP. Depuis très longtemps pour certains, surtout le plus vieux d'entre nous. Ah bah non, mais c'est toi, Pascal. On va commencer dans un instant. Et puis après, je vous expliquerai aussi qu'on ne sera pas seul pendant cet épisode. On va pas seulement parler des déplacements et des stades, on va aussi parler évidemment des équipes d'en face. Et pour ça, on passera des coups de fil à des journalistes chevronnés qui sont spécialisés dans le championnat allemand, le championnat italien, le championnat anglais, le championnat espagnol et le championnat portugais. Ça commence maintenant. On est donc 4 dans ce studio, autour de moi, des habitués de ce podcast et globalement du foot sur France Bleu. Alors je dis France Bleu, c'est la deuxième fois que je le dis depuis le début de l'émission. Ça fait presque un an qu'on s'appelle plus France Bleu, on s'appelle ici Paris-Île-de-France. J'ai déjà mis 10 balles dans la boîte. Oui, Pascal. Il y a encore France Bleu derrière. Ah bon, c'est encore écrit derrière moi ? Ah ouais, je suis pas la seule à me planter, alors ça va. Ici Paris-Île-de-France donc, et je suis entourée par 3 supporters donc. On va commencer par toi, Pascal. Je t'appelle Pascal le Poulpe dans cette émission parce que la première fois que tu es venu, il y avait 2 Pascal dans le studio. D'ailleurs, tu m'as apporté un cadeau hyper cool, un poulpe. Il est tout doux, je vais le donner à mes filles, elles vont être trop contentes. Merci beaucoup pour ce cadeau. Pascal, est-ce que tu peux nous faire un peu ton portrait robot de supporter pour que les gens sachent un peu qui tu es ? Pascal, j'ai 65 ans, je suis abonné au PSG depuis 42 ans. Donc à ce titre-là, je fais partie des 82 abonnés historiques de la première promotion, saison 2024-2025. Et voilà, mon épouse m'a épousé avec le PSG, c'était pas négociable. Et puis j'ai fait des déplacements dans ma jeunesse. Là, j'ai retrouvé un groupe à laquelle je refais des déplacements. Cette saison, Arsenal, la finale. Et j'ai pu, invité par le club, profiter de la super offre pour aller à New York. Ouais, parce que ton épouse Corinne, elle le paye encore aujourd'hui, ta passion pour le PSG, parce qu'elle est restée toute seule à Paris pendant que toi, t'allais à New York cet été pour la Coupe du Monde des clubs. Ouais, vu l'offre, elle a compris que c'était pas refusable. Voilà, c'était 500 €, 5 nuits d'hôtel, l'avion payé, les transferts et les places au stade. C'est un truc de fou quand même. Ouais. Bon, trop bien. Donc merci Paris. Ouais. Globalement, je pense qu'à ce stade, on peut tous dire merci Paris, vu ce qu'on a vécu la saison dernière. À côté de toi, Pascal, Jean-Jacques qui est un habitué depuis les tout débuts du MAG 100% PSG. Ça fait bien 6 ans qu'on se connaît maintenant, Jean-Jacques. Oui. Tu faisais partie quasiment des premiers qui sont venus à l'antenne pour débattre avec nous du PSG. Et je t'avais repéré parce que tu faisais partie des rédacteurs du site internet Virage, qui est un site de qualité avec des très bons articles, avec des plumes qui écrivent sur le Paris Saint-Germain. Et toi aussi, Jean-Jacques, comme Pascal, t'es abonné depuis long time. Depuis plus de 30 ans, ouais. T'as pas encore la médaille d'abo historique. Non, pas encore. Encore un peu de patience. Un petit peu de patience. Et Virage vient de fêter ses 10 ans. Eh oui. Donc, voilà, tout passe vite. Oui, donc moi, effectivement, abonné depuis plus de 30 ans. J'allais au parc avant, donc époque Borelli. Et depuis, toujours là, 30 ans d'abonnement à Auteuil. Ouais. À Auteuil. Mais tu fais pas partie du CUP. Je ne fais pas partie du CUP, non. As-tu une carte dans ton passé ? Jamais. Voilà. Un DEP, Jean-Jacques. En face de toi, Jean-Jacques, Alban. Alban, c'est un peu devenu notre gris-gris à chaque fois que le Paris Saint-Germain joue à l'étranger parce qu'on sait qu'il est toujours dans le parquage. Toujours. Donc à chaque fois qu'on a un match à l'antenne et qui se joue à l'extérieur à l'étranger, on appelle Alban et on a du coup, grâce à toi, Alban, vraiment le suc de ce qui se passe dans le parquage. Merci d'être avec nous, Alban.
franchement. Avec plaisir, merci Pierre. Tu vas pas beaucoup dormir ce soir, toi? Je vais pas beaucoup dormir. Demain, déplacement à Toulouse. Et on a beaucoup de routes. Rendez-vous à 5h, 6h. Donc c'est reparti. Et tu pars avec le collectif Ultra Paris encore? Ouais, là je pars avec le collectif et voilà, là on va encourager nos Parisiens. Et comme tu l'as rappelé, de tous les déplacements. Comme Jean-Jacques, j'étais à New York également. Comme Pascal. Pascal. Jean-Jacques qui a été puni à Paris. J'étais à Cabourg. Ouais, encore pire. J'étais là-bas, j'ai fait Udine aussi. Ah ouais. Et je les encourage partout. Ça me fait voyager autour du monde. Et malheureusement, voilà, ma copine, c'est un peu compliqué par moment, mais elle comprend. C'est ma passion. Parce que la saison dernière, donc la saison, on peut le dire, je pense, la meilleure saison du club, c'est même plus négociable. Tu as fait tous les déplacements à l'étranger. Tous les déplacements. Même la finale. Vous êtes tous les trois allés à la finale à Munich. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon, les garçons, on va parler de cette édition, là, de l'édition de la Ligue des Champions qui s'annonce, qui franchement fait déjà saliver. Avant, j'aimerais avoir votre avis sur le format, parce qu'on a changé de format la saison dernière. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des doutes, dont je faisais partie, sur le fait qu'il y ait plus d'équipes à jouer, plus de tout. Finalement, ce format, en dehors du fait qu'on a gagné, donc forcément, ça crée des liens. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Pascal? Pour moi, un grand changement, peut-être plus de fenêtres pour les surprises. Je pense que sans cette formule, on n'aurait pas vu Brest. C'est vrai. Leader au bout de 4 journées. Lille qui finit dans les 8 premiers. Lille aurait peut-être fini 2e ou 3e de sa poule, donc pas qualifié. Brest, peut-être moins de motivation, n'aurait pas forcément également fini. On les voyait d'ailleurs 4e poule, on les voyait dans les 8 derniers et tout. Non, c'est. Bon, après, ils ont pris 10-0 contre nous en barrage, mais bon. mais en 2 matchs. Bon, ça a été évidemment. Ça a été un peu un coup de chance pour Paris, il faut le reconnaître. Ouais. Pour une fois. Parce qu'on va en reparler, mais le tirage qu'on se paye cette année est encore très difficile. Comme le tirage de l'année dernière, on n'est pas verni. C'est le bel mot que j'avais dit, c'est avec les contraintes par pays et comme on est quasiment les seuls du pays au top niveau, on est obligé de tomber sur des gros, quoi. Ouais, et ça va être encore le cas. Il y a 6 clubs anglais, ils peuvent pas tomber tous dans le même Après, ils sont un peu pool. tous gros, les clubs anglais aussi. C'est la différence avec les clubs français. Mais après, il faut reconnaître qu'on est Paris, on doit avoir peur de personne. On a peur de personne et on a tapé toute la première ligue l'année dernière, On à est quasiment l'exception de Chelsea. À part Chelsea. Tu veux dire on a traumatisé la première ligue? Ah ouais, ils se rappellent de nous. Hein. Ouais. Ah là, je pense qu'on a marqué on les est champion d'Angleterre. Champion d'Angleterre, ouais. Oh, les pauvres. Non, franchement, c'était dur. Toi, t'as apprécié la nouvelle formule de la Ligue des La Champions, nouvelle formule, Alban? elle est bien, mais bon, tu vois, tu te mets du côté du sportif et ça leur rajoute des matchs, quoi. On a eu 2 matchs en plus en phase de poule. Plus, nous, on s'est tapé le 16e de finale qui a rajouté encore 2 matchs, même si c'était une promenade de santé contre les Brestois. Mais c'est bien. Après, une chose que j'aime pas, c'est ne pas rencontrer les adversaires deux fois, tu vois, à domicile et à l'extérieur. Ça, c'est qu'en phase de ligue, évidemment, parce qu'à partir des barrages, ça se passe là, évidemment en aller-retour. Ça n'a pas bougé. Ouais. Mais quand on fait beaucoup de déplacements, finalement, ça fait une différence. Parce que là, dans les clubs qu'on va rencontrer en phase de ligue à domicile, c'est des clubs chez qui on ne se déplacera pas. Donc, ça fait une différence. Jean-Jacques, la nouvelle formule, toi? Moi, j'étais pas fan, je suis toujours pas fan en fait. Ah ouais? T'as pas trouvé qu'il y avait plus de suspense? Bah non, j'ai pas trouvé. Alors nous, on était concernés parce que effectivement, on a eu un peu plus de mal à se qualifier. Je pense qu'en France, on a bien aimé aussi parce que Brest, Lille, ils ont fait Monaco, ils ont fait des gros matchs, mais sportivement, je trouve pas très équitable en fait, quoi, parce que tout dépend des clubs que tu affrontes. Tu peux rencontrer des clubs compliqués et donc pas te qualifier, et alors que d'autres équipes moins fortes. Je sais pas, non, je suis toujours pas fan. On verra bien la deuxième année, mais après, effectivement, pour les déplacements de supporters, c'est plus sympa, je pense, parce que tu as plus de chances de faire déjà un déplacement de plus. Ouais. Et donc, du coup, tu as plus de chances d'aller dans des pays un petit peu nouveaux, même si c'est pas le cas cette année. Mais non, je verrai bien pour la deuxième saison, mais ça, j'avoue, pour l'instant, je suis pas fan.
Alors, on va donner le tirage. Tous les gens qui écoutent ce podcast, évidemment, connaissent déjà les équipes que le Paris Saint-Germain va affronter, mais je vais les rappeler. À domicile, on n'a pas encore les dates. Les dates seront données demain par l'UEFA. À domicile, on va recevoir le Bayern Munich, l'Atalanta Bergame, Tottenham et Newcastle, donc 2 clubs anglais, un club italien, un club allemand. Et puis, on va se déplacer à l'extérieur, et c'est là que ça va potentiellement vous concerner pour vos petits voyages. Le Barça, le Bayer Leverkusen, le Sporting Portugal et l'Athletic Bilbao. Alors, dans quelques instants, on va commencer à appeler des spécialistes de ces championnats pour voir un peu ce que valent ces équipes sur le plan sportif. Mais d'abord, quand vous voyez ce tirage, est-ce qu'il y a des endroits... Bon, toi, Alban, je te pose qu'à moitié la question, mais toi, de base, tu te dis, je vais partout. Donc, je vais à Barcelone, à Leverkusen, voir le Sporting et l'Athletic Bilbao. Ouais, Barcelone, je réfléchis encore un petit peu parce que je ne sais pas dans quel stade ça va être, si c'est le Camp Nou rénové ou non. Donc, je verrai. Mais c'est-à-dire que si c'est à Montjuïc, tu veux pas y aller ? Montjuïc, non, ça m'intéresserait pas plus que ça. Même si on a fait la super performance. Écoute-moi bien, je te dis, tu vas craquer. J'en suis sûre. Pourquoi pas, je réfléchis. En tout cas, je réfléchis. Ouais. En tout cas, mon voyage là qui se prépare, et ça sera avec ma copine cette fois-ci, Bilbao. Ah, Parce que ok. Bilbao, si on les prend là en septembre, octobre, bah, ça peut être agréable. Comme ça, je passe une petite semaine là-bas et je conjugue vie PSG et vie perso. Comme ça, tu gardes un peu tu gardes ta meuf, quoi. Jean-Jacques, est-ce qu'il y a des déplacements qui te font envie, là, entre Barcelone et Leverkusen ? Il y a un peu trop d'inconnus, vu qu'on n'a pas les dates. Enfin, il y a Ouais. beaucoup Comme trop ça, d'inconnus. au feeling. Parce que t'as pas été déçu du tirage, il y a rien d'exotique. Non, il n'y a rien d'exotique, mais après, tout dépend pourquoi. Faire Bilbao, effectivement, le stade San Mamés, c'est quelque chose. Après, la ville, moi, j'étais moins fan. Mais au niveau des stades, bah, comme tu dis, Barcelone, Montjuïc ou Camp Nou, ça change beaucoup de choses. Et le dernier, tu m'as dit, c'était Sporting Leverkusen. Non, c'est Leverkusen. Ouais. Ouais, Leverkusen. Ça te tente pas, je le sens. C'est pas la ville qui me fait le plus rêver, mais... Pour avoir découvert l'Allemagne l'année dernière, mis à part Stuttgart, c'est super, la ferveur avec les supporters en Allemagne. Surtout à Munich. Munich, c'était... J'ai plein de supporters du PSG, mais... Moi, je trouve sympa, ces gens. C'est marrant, ils parlent tous français. Toutes les villes de la Ruhr, c'est pas top, quoi. Tu parles au niveau architectural ou au niveau de l'ambiance Elles ont bien morflé avec la guerre, c'est des villes neuves, quoi. Donc c'est moche, quoi. Ouais, Munich, ça va. Stuttgart, c'est en construction, c'est horrible. Cologne, ça va. Toi, t'as déjà été dans quel stade, Pascal, en Allemagne ? Munich. C'est le seul ? Le 31 mai. Mais par contre, t'as voyagé dans la Ruhr. Ouais, Apparemment. La cousine de ma femme a habité Francfort et Düsseldorf. Donc, Ah, d'accord. Donc, voilà. tu connais un peu le coin. donc, ouais. Ok. Bon, donc, si je fais un petit résumé, j'ai l'impression que ce tirage, c'est pas non plus la folie, quand même, pour vous, au niveau déplacement. Ce qui nous faisait rêver, Bruno en parlait. Bruno Salomon en parlait il y a récemment. Là, il aurait voulu aller voir les aurores boréales dans le club. Le nom du Bodo club. Glimt. Bodo Glimt, ouais. Voilà, ça nous aurait fait voyager hyper loin. Mais, En Norvège, donc. En Norvège. Mais c'est pas plus mal, au moins on reste proche. Les déplacements vont être à côté, les joueurs vont avoir pas trop de fatigue. Et surtout, pour nous, les supporters, on pourra en profiter pour les supporter. Qui le PSG. Le PSG, bien sûr. Ouais. Le bug. Attends, je sais plus, je supporte qui déjà ? Je me souviens plus. C'est écrit. Alors, Non, mais le déplacement à 7000 Pascal. km en Orient, c'est pas sûr que ce soit... sur le papier... Au Kazakhstan, je crois que c'est au celui-là dont tu parles. Kazakhstan, sur le papier, ça peut être bien, mais ça peut être un match piège aussi. Donc, Ah bah c'est clair, ouais. C'est pas faux. donc vaut mieux... C'est pas faux. Vaut mieux aller à Leverkusen ou à Lisbonne. En fait, en gros, là, on peut dire qu'on a un tirage sur lequel on va pouvoir se concentrer sportivement. Il n'y aura pas de flonflon autour. Il y aura pas de... Voilà, on va parler foot. On a des équipes costauds. Qu'on Parce connaît. que voilà, on connaît très bien. Ouais. qu'on connaît... Alors, qu'on connaît pas toutes en Ligue des Champions. Parce que, par exemple, le Sporting, on l'a rencontré une seule fois en amical dans toute l'histoire du PSG. Ouais, mais on a des joueurs qui connaissent le Sporting. Tout à fait. On a notamment, par exemple, Nuno Mendes qui a joué là-bas et des joueurs qui ont grandi là-bas. Ça, c'est vrai.
Et on connaît bien le football portugais, parce que la moitié de l'équipe est portugaise au Paris Saint-Germain. Mais quand même, on n'a pas de confrontation entre le Sporting et le Paris Saint-Germain en match officiel. Il y a d'autres équipes qu'on a beaucoup rencontrées, notamment le Bayern et le Barça, qu'on a rencontrés 14 fois chacune. C'est énorme. Hein. Le Bayern, sur les 5 dernières éditions de Ligue des Champions, on les a rencontrés 4 fois. C'est trop ou on est content de les C'est retrouver? la formule actuelle, quoi. Ça, le problème, c'est que maintenant, on nous dit, il y a plein de belles affiches, etc. Mais en fait. Attends, parce que avant, la formule d'avant, c'était pareil. On tombait tout le Oui, temps non, devant mais je suis contre les d'accord. mêmes équipes. Je suis On avait d'accord. Ou le Real ou Barcelone. Ouais. Moi, avoir des Espagnols en poule, ça me gonflait. Je revendais ma place. J'en avais marre d'y aller. Ah ouais? T'avais marre d'aller en déplacement en Espagne? Non, parc. d'aller au parc pour aller voir Barcelone-Real. C'était comme l'année dernière, c'était comme l'année d'avant. Ça me gonflait. T'es sérieux là? Ouais. Attends, les matchs à domicile en Ligue des Champions contre le Barça et le Real, tu revendais ta place? Mais les Ouais. matchs de poule. Les matchs de poule, hein. Sérieux? Oui. Mais pourquoi? Parce que ça me gonflait d'y aller. C'était ouais. du déjà vu. Ça me... C'est un peu le souci de la nouvelle formule, en fait. Ce que je Le- voulais dire, quoi. C'est que. Le Barcelone où on gagne 4-0, le match aller de la remontada, j'y étais pas. Mais t'es pas sérieux? Si, je te Le promets. plus beau match de l'histoire du PSG. Je te promets. Mais non. Bon, après, j'ai une copine du PSG qui me l'a récupéré donc j'ai un lien, Là, en vidéo? je l'ai revu, etc. Mais non, Ah, c'est l'affiche énorme. ça me gonflait. Mais donc- Il y a une lassitude, en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire Bah qu'en fait, ouais, c'est ouais. toujours les mêmes affiches tous les ans. Donc, mais c'est des belles affiches, on se lasse, quoi. C'était Et- l'occasion de faire un peu de fric aussi, faut pas se le cacher. Moi, je suis plutôt de Mais l'avis opposé. Moi, je préfère être. mais c'était là. pas Mais après, pas l'objectif premier. Le Ouais, truc, ouais. c'est que T'en avais marre, en fait, de voir toujours les mêmes équipes. Ouais. Non, mais c'est vrai que, enfin, moi j'y vais, mais c'est vrai que t'as une lassitude, c'est sûr, quoi. PSG Bayern, comme tu dis, si on les joue 4 fois en 5 ans. Après, il y a une lassitude, c'est sûr, mais l'autre côté de la pièce, c'est le passif. Et le fait d'avoir un passif contre une équipe, ça crée aussi, au niveau de la dramaturgie, un truc Ouais. très très fort, quoi. Une rivalité. Bah oui, Avec le contre Barça, le Barça, on les ouais. élimine de Ligue des Champions la dernière fois qu'on les joue. Sur en plus un match retour où on les assomme. Non, mais c'est parce qu'il y a eu des matchs un petit peu historiques, on va dire. Donc c'est Et pour ça justement, aussi. c'est ce que je dis. Oui. non, mais Il y a un bon, passif. Donc ça crée quand même... Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc du fait qu'on rencontre tout le temps les mêmes équipes qui fait que il y a une histoire qui se construit. Il y a aussi des inimitiés avec les supporters, avec entre les dirigeants, qui font que le match il y a une saveur quand même particulière. non, mais ils nous aiment pas. On leur a appris Messi, on leur a appris Neymar, on leur a appris Dembélé. Je pense que c'est Enrique. réciproque. Hein. Je pense que... Luis Enrique. Bien sûr, Luis Enrique. Après, il y a Tottenham qu'on vient de battre en Super Coupe d'Europe. Il y a Newcastle. On en reparlera dans un instant. Mais Newcastle, on n'a pas un passif avec eux quand Oui. même. Ouais. Eh oui. Ouais. Parce qu'il y a Le 2 ans, déplacement. en phase On de se groupe, fait écraser. 4-1. Pour ceux qui restent, pour moi, la seule vraie grosse erreur tactique de Luis Enrique depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir-là. Oui, mais Sur après, Newcastle, Pierre, Alban. faut tempérer. Il venait d'arriver. Ah oui, bien sûr. C'était son Mais tout ce premier match jour-là, à l'extérieur. je- Il avait tenté un schéma. Un 4-2-4. Un 4-2-4. Contre Newcastle, alors que Newcastle, au milieu, ils étaient quand même très Voilà. costauds, quoi. Voilà, c'était il y a 2 ans. C'était Mhm. son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur avec le PSG. Entre-temps, voilà, on a complètement changé et on a hâte de les retrouver. C'est bien. Voilà, on est d'accord. Ah ouais. On a hâte de leur mettre Ah ouais. une petite victoire. On leur mettre une cartouche. Voilà, de mettre une cartouche. Je voulais dire un truc plus sympa, mais voilà. Une dernière question, et puis ensuite on va commencer à parler donc des 2 équipes allemandes qu'on va affronter, donc le Bayern et le Bayer, les Leverkusen. Une dernière question sur ce qu'a annoncé l'UEFA hier, à savoir le fait que la finale désormais se déroulerait à 18h, la finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez vécu en vrai la finale à Munich l'année dernière? Bah, Jean-Jacques. c'est vrai que 21h, c'est un peu tard. Ça, je suis d'accord. À 18h, c'est peut-être un peu Pourquoi tôt. c'est un peu tard, 21h? Parce que la journée est un peu longue. Et puis après, effectivement, après le match, la soirée, si tu veux vraiment profiter au maximum dans les villes où tu vas, il y a quand même pas mal de trucs de fermer. Donc, que ça se termine plus tôt, c'est bien. Après 18h, bon, pourquoi pas, mais peut-être 19, 20h, ça peut être... Parce Ouais. que 18h, il fera encore jour. Ouais. Et voir une finale avec où on n'est pas dans le noir, quoi, c'est un peu spécial. Ça fait moins spectacle Ouais. de folie, cinéma, C'est etc. ça. Après, L'UEFA en dit été, à que- 21h, il fait pas franchement nuit non plus. Mais Non, il fera pas encore nuit, c'est ça le fin du problème. printemps, ouais. L'UEFA dit que c'est pour que les supporters puissent ensuite profiter des villes.
Quand tu vois les prix de l'hôtellerie là à Munich où c'était 600, 1000 balles la nuit, comment on va profiter? En fait, c'est juste marketing et c'est pour vendre la Ligue des Champions et pour qu'à 18h, le créneau horaire dans les autres fuseaux horaires soit En Asie. en Asie, c'est ouais. ça et tout. Ouais. En gros, ça passe de 3h du matin à minuit le match pour eux, donc c'est plus facile quand même de le regarder. Pascal, t'en penses quoi, toi? Bah, moi, j'ai 21h, c'est un peu tard parce que le temps de sortir du stade et aller en centre-ville, on a trouvé une pizza à 1h du mat. Ah ouais. À 1h du mat. À 1h du mat, ils nous ont pris. Bon. La grosse dalle. Ouais. Pitié, nourrissez-nous. Ouais, et la journée avait été longue. Bon, pour les hôtels, nous, on avait trouvé un hôtel pas trop dégueulasse à 70 km. Ouais. Donc, Là, vous êtes arrivé à 4h du mat à l'hôtel. Ouais, non, mais ça a été la chambre. La chambre était honnête. À 80 €, ça allait. Mais non, 21h, c'est peut-être un peu tard. 18h, comme dit Jean-Jacques, c'est peut-être un peu tôt. Ouais, 19h, 19h30. En tout cas, il y a une chose qui a été aussi avancée par l'UEFA, c'est le fait que 18h, c'était mieux pour y aller en famille avec les enfants. Alors, les enfants n'ont pas allé en finale. Merci, c'est ce que j'allais dire. Alors, sachez qu'il y a 2 enfants dans notre studio, ils seront sûrement pas d'accord avec nous. Vous les voyez pas, mais c'est les 2 fils de Jean-Jacques. Vous êtes d'accord ou pas, les enfants? Non, t'es pas d'accord, évidemment, Louis. Bien sûr, toi, tu veux y aller à la finale. Mais moi, je suis désolée, vu le prix des places et vu à quel point les supporters historiques qui suivent le club depuis des années s'arrachent les places pour pouvoir être présents, pour moi, c'est pas un jour où on emmène les enfants. Non, mais bon, un enfant, 10-12 ans, ça va, mais quand j'ai vu des parents avec des enfants de 6 ans, donc quelque part, ils ont acheté une place, mais ils ont privé un supporter Voilà. de la Quelqu'un place. qui, lui, a vécu l'histoire, a fait les déplacements, a vu les matchs. On comprend, faire Et plaisir à le son gosse à enfant. 6 ans, qu'il soit là ou à Europa Park, c'est pareil Ouais. pour lui, quoi. Bon, les garçons, on va commencer maintenant à parler vraiment en détail des adversaires que le Paris Saint-Germain va rencontrer en Ligue des Champions en phase de Ligue cette année. Et on va commencer en parlant de la Bundesliga. 2 clubs allemands au programme, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Je me suis dit qui on pourrait appeler, qui pourrait nous parler de ces 2 clubs qu'on aime bien et qui connaît vraiment bien la Bundesliga. Et je me suis dit, tout en haut de la pyramide, il y aurait Jean-Charles Sabatier qui commente la Bundesliga sur beIN Sport. Et du coup, il a dit OK. Donc, on est en ligne avec Jean-Charles Sabatier. Salut Jean-Charles. Salut Pia, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, Jean-Charles, de t'avoir en ligne parce que voilà, il y a peu de gens qui connaissent aussi bien la Bundesliga que toi. Je suis en studio avec 3 supporters qui sont des supporters qui font beaucoup de déplacements à l'étranger pour suivre le Paris Saint-Germain. Jean-Jacques, Pascal et Alban, on est en train de parler du tirage et de ce que nous promet la Ligue des Champions cette saison pour le Paris Saint-Germain. On a envie de savoir, d'abord Jean-Charles, comment le tirage a été vécu du côté des Allemands. Parce qu'on dit au PSG, ouais, on est dans le groupe de la mort, etc. Mais je suppose que le Bayern et le Bayer sont pas super contents d'être tombés dans le groupe du PSG. Non, bien évidemment, ils auraient préféré tirer autre chose, mais de toute manière, quelle que soit la configuration de cette nouvelle Ligue des Champions, on tombe sur des gros qui sortent du chapeau 1. Donc, il n'y a pas eu de catastrophisme outre mesure. La plus grosse inquiétude pour les 2 clubs de Bundesliga, c'est de savoir quel sera effectivement le calendrier, parce que ça va pas être la même chose de jouer le Paris Saint-Germain au mois de septembre ou alors au mois de janvier. Là, je pense au Bayern Munich qui aura récupéré dans 3-4 mois la totalité de ses forces, et notamment Jamal Musiala sur le front offensif. Et c'est la même chose aussi pour le Bayer Leverkusen qui est en pleine reconstruction avec son nouvel entraîneur Erik ten Hag et qui préférerait attendre quelques semaines supplémentaires avant de jouer le Paris Saint-Germain. Donc ça n'a pas été une catastrophe non plus, plutôt de la joie que de se dire on va affronter le tenant du titre. C'est toujours un challenge qui est supérieur. Mais voilà, ça a été pris de cette manière. Alors prenons d'abord le Bayern Munich. D'abord, tu l'as dit, Jean-Charles, Musiala n'est pas là. Il revient quand ? Alors, pas avant le mois de décembre annoncé, donc on peut considérer qu'il sera opérationnel vraiment à partir du mois de janvier. Le Bayern Munich a un groupe extrêmement restreint, 24 joueurs au moment où on se parle, et en attendant la fin du mercato, et une liste de joueurs blessés particulièrement importante et sur de longues périodes. Les 2 plus importants d'entre eux étant Jamal Musiala et Alphonso Davies, qui est en train de revenir d'une rupture des ligaments croisés.
croisés. Donc c'est important pour le Bayern de Munich de voir ce qui va tomber, notamment à propos du calendrier, parce qu'autant vous le dire tout de suite, là on fera vraiment la gueule si on voit qu'on joue le Paris Saint-Germain au Parc dès le mois de septembre. Tu m'étonnes. Jean-Jacques fait oui de la tête. C'est vrai que c'est pas un cadeau, quoi, clairement, Jean-Jacques, pour le Bayern. Bah, c'est pas la meilleure configuration, ouais, c'est sûr. Maintenant, après, c'est vrai que ça joue le calendrier, mais d'un autre côté. De toute façon, il faut les faire, les voilà. matchs, quoi qu'il arrive. Ouais, les équipes mettront tout en œuvre, évidemment. Et c'est des effectifs quand même importants. Donc, Évidemment. Alors, en Ligue des Champions, Jean-Charles, on a rencontré le Bayern 14 fois, le Paris Saint-Germain. On a gagné 6 fois et perdu 8 fois. Il n'y a jamais eu de match nul entre les deux équipes en Ligue des Champions. Mais le dernier affrontement entre les deux équipes, c'était pas en Ligue des Champions évidemment, c'était en Coupe du Monde des clubs le 5 juillet dernier. C'était une victoire assez particulière avec un 2-0 pour Paris malgré 2 cartons rouges. Jean-Charles, tu penses qu'ils ont gardé quel souvenir les joueurs du Bayern de ce match ? Est-ce qu'ils considèrent que c'était pas un vrai match parce que c'était en Coupe du Monde des clubs en fin de saison, ou est-ce qu'ils ont quand même gardé une petite trace une envie de se venger ? Ah oui, clairement, c'est un match qui leur reste encore en travers de la gorge, de la mesure où avant la catastrophe de cette sortie complètement débile de Donnarumma dans les pieds de Jamal Musiala, on peut quand même se souvenir que le Bayern avait quand même sérieusement bougé le Paris Saint-Germain. C'était un match à jouer, c'était un match que les deux équipes voulaient gagner, et c'est un match qui s'est terminé de manière complètement à l'opposé de ce qu'ils pouvaient imaginer, avec ce choc, bien évidemment, de cette blessure gravissime de Jamal Musiala. Donc c'est un match qu'ils n'ont pas oublié, c'est un match qu'ils vont affronter avec vraiment le couteau entre les dents, mais encore une fois, ce que je rappelais, ça sera un match qui sera abordé de manière complètement différente en fonction des forces en présence, et surtout du côté du Bayern Munich, parce que c'est un groupe extrêmement réduit sur lequel ont décidé de se baser les dirigeants bavarois. Il y a quand même là-dessus une certaine inquiétude de la part des observateurs du Bayern Munich, parce qu'on sait que la saison va être quand même hyper longue, hein. Il faut quand même pas avoir la mémoire courte pour se rappeler à quel point cette première phase de Ligue des Champions est quand même hyper énergivore, et elle fait vraiment beaucoup de mal aux organismes. Donc il y a eu la première phase du tirage, et il y a la deuxième phase avec le calendrier qui va sortir durant le week-end. Et je pense que ce soit au Paris Saint-Germain ou alors au Bayern Munich, on va être peut-être plus attentif à cette deuxième phase du calendrier qui va arriver, parce que encore une fois, je le rappelle, ça va pas être la même chose de jouer le Bayern au mois de septembre ou au mois de janvier. De la même manière, pour parler d'autres équipes, ça va pas être la même chose de jouer Tottenham tout de suite que Tottenham dans 3 mois, quand ils auront commencé un peu à avoir digéré leur hype qu'ils connaissent pour le moment. Donc ça va être assez touchy dans ce domaine-là. Et ça sera d'autant plus aussi pour le Paris Saint-Germain, qui a quand même connu la préparation la plus courte de son histoire, et qui va devoir surfer quand même sur une forme d'adrénaline, sur une forme d'excitation. Et c'est pour ça que je pense notamment de manière plus globale que c'est un bon gros tirage qui a été proposé au Paris Saint-Germain, parce que ça va leur permettre tout de suite de rentrer dans le vif du sujet sans tergiverser, sans se poser de questions, et en affirmant tout de suite leurs ambitions. Alors parlons maintenant, Jean-Charles Sabatier, du Bayer Leverkusen. Donc je rappelle que tu es commentateur à beIN Sport, beIN qui est le diffuseur de la Bundesliga en France. Le Bayer Leverkusen, ils avaient fait une saison absolument fantastique il y a 2 ans, avec aucune défaite en championnat. Ils sont en reconstruction, tu l'as dit, avec leur nouveau coach Erik ten Hag. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ils vont ? C'est pas formidable, hein. C'est vraiment un club qui se reconstruit de fond en comble. Alors vous avez parlé de l'entraîneur, bien évidemment, avec le départ de Xabi Alonso, qui avait vraiment marqué de son empreinte, et en termes d'identité de jeu et de caractère, cette formation du Bayer Leverkusen. On a pas mal travaillé pour essayer de trouver un nouveau coach. Erik ten Hag n'était pas le premier choix, loin de là, mais finalement c'est Erik ten Hag qui arrive, avec tout le passif qui peut traîner sur les dernières saisons, et notamment son dernier passage à Manchester United. Et au-delà de l'arrivée du nouveau coach, on a perdu la totalité de la colonne vertébrale de l'équipe. Radetzky est parti à Monaco, Jonathan Tah est parti au Bayern Munich, Granit Xhaka est parti à Sunderland, Jérémy Frimpong et Florian Wirtz sont partis au FC Liverpool. Donc autant vous dire tout de suite que pour trouver des automatismes et de la complémentarité dans cette équipe, c'est plutôt compliqué dans ce début de saison. On a pu le voir lors de la première journée de la Bundesliga avec une défaite à domicile. On a pu le voir aussi dans un premier tour de Coupe d'Allemagne qui a été remporté, mais qui n'a pas été quand même une effusion de hurrah football. Donc c'est une équipe qui est obligée de retrouver une forme d'identité, qui est obligée de retrouver une forme de confiance. C'est encore un groupe très jeune,
Donc ça risque d'être difficile pour le Bayer Leverkusen. En ce qui me concerne, j'ai quand même plutôt peur pour eux dans cette campagne de Ligue des Champions et je crains très fort qu'ils nous fassent un remake de ce que nous a proposé Leipzig la saison dernière avec à l'arrivée 2 points en compteur. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jean-Charles Sabatier. Je rappelle que on a rencontré seulement 2 fois le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions dans notre histoire. C'était en 2014, un match aller-retour, et le PSG avait gagné les 2, match aller 4-0, match retour 2-1. Les garçons, vous aviez été à un de ces 2 matchs ? Oui. Jean-Jacques, au parc ? Oui, au parc, ouais. Au parc, Oui, au parc, oui. Au parc. C'est avec Zlatan. Eh oui. Exactement. Zlatan qui a fait le tirage hier en Ligue des Champions et qui a eu un petit, pas un clin d'œil, mais un petit lèvement de sourcil à l'égard des dirigeants du Paris Saint-Germain quand il a tiré la boule Paris Saint-Germain. J'ai toujours envie de lui faire des câlins quand je le vois. Bon, Jean-Charles Sabatier, on te dit 1000 merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur les 2 futurs adversaires du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup et on te souhaite une magnifique saison avec la Bundesliga. Ah bah il n'est plus là, Jean-Charles. Merci en tout cas, Jean-Charles, commentateur à beIN Sport. Merci, salut Jean-Charles, merci 1000 fois. Donc commentateur à beIN Sport qui diffuse donc la Bundesliga et qui est évidemment, on va dire, le plus grand connaisseur de la Bundesliga. Ça fait plaisir de parler à Jean-Charles Sabatier, garçon, non ? J'apprécie beaucoup en tant que commentateur. Vous sauriez l'imiter ? Non. Ah si. Trop compliqué. Hein. Si je vous dis Thomas Müller, vous pouvez à peu près, non ? Un peu ? Thomas Müller. Ouais. Thomas Müller. Voilà. On va parler maintenant, et on va mettre une petite virgule pour faire un petit peu respiration, du club portugais qu'on va affronter en Ligue des Champions. Ce club, c'est le Sporting Portugal. Le Sporting Portugal, qui est un club de la ville de Lisbonne, qui avait fini 23e la saison dernière en phase de Ligue et qui avait disputé les barrages, comme le Paris Saint-Germain, qui avait lui terminé 15e après être passé très très près de la catastrophe. La seule victoire, le seul match en fait entre le Paris Saint-Germain et le Sporting, c'était le 14 juillet 2010. Le PSG avait gagné 4-2 et il n'y a pas eu de confrontation officielle entre ces 2 équipes, ni en Ligue des Champions, ni ailleurs. Ça fait plaisir d'aller voir une équipe à Lisbonne, non ? Ou de recevoir ? Non, d'aller voir. De se déplacer, ouais. Lisbonne, en plus, c'est une belle ville. Oui. Donc si on peut les avoir en début de parcours, ça serait bien. Tu veux dire quand il fait chaud ? Ouais. Tant qu'à faire. Après, Lisbonne en décembre, ça passe quoi. Ça passe mieux que Munich. Ou que Munich. Ouais. Bon, on est en ligne avec un très grand connaisseur du championnat portugais qui lui-même est d'origine portugaise et qui bosse pour Stade Perform, qui est journaliste, qui connaît parfaitement bien le Paris Saint-Germain aussi et qui fait partie des débatteurs du podcast de Bruno Salomon 100% PSG, La Tribune. Gary de Jesus. Salut Gary. Salut Pia, salut tout le monde. Gary, je te remercie d'être avec nous, ça me fait très plaisir de t'entendre. Ça me fait plaisir aussi qu'on soit tombé contre un club portugais, je t'avoue, dans cette Ligue des Champions, parce que voilà, t'es le premier à savoir que les liens actuellement entre le Portugal, le foot portugais et le Paris Saint-Germain sont quand même très très forts. D'abord, comment t'as réagi toi, Gary, quand t'as vu qu'on tombait contre le Sporting ? Bah, écoute, déjà plaisir partagé de recevoir le Paris Saint-Germain dans cette belle ville de Lisbonne. Ensuite, moi, ça me fait plaisir toujours de voir des clubs français aller au Portugal. Là, il y a le PSG et en plus, il y aura Marseille aussi qui viennent à Lisbonne pour affronter le Sporting. Après, c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de diversité, un petit Benfica, ça aurait été sympa aussi, mais bon, on va déjà se suffire avec cette confrontation contre le Sporting, qui est en plus une très belle équipe, donc ça va être sympa. Ouais, le Sporting qui a gagné, je crois, le championnat portugais la saison dernière. Ça fait 2 fois de suite qu'ils le gagnent, en fait. Ils sont sortis d'une ère où pendant plus d'une dizaine d'années, ils gagnaient pas. Et là, ils ont gagné 2 fois de suite. C'était jamais arrivé depuis les années 60, quelque chose comme ça. Donc là, vraiment, avec l'équipe de Ruben Amorim et tout qui est parti à Manchester United. Donc vraiment, le Sporting, là, assoit sa domination sur le football portugais. Et en plus, dans le jeu, et avec et sans Gyökeres, parce que même avec le départ de Gyökeres, ils sont très bons en ce début de saison. Voilà, parce que le joueur star de l'équipe au Sporting, c'était Gyökeres, qui est donc un buteur hallucinant, dont on parle presque trop peu finalement dans les médias. Est-ce que tu peux nous parler du coach et tactiquement de ce qui se passe du côté du Sporting, à quoi on doit s'attendre au niveau foot ? C'est une équipe qui joue depuis Ruben Amorim. En fait, maintenant c'est Rui Borges, le
du Sporting, il a un peu reparti sur les sillons de Ruben Amorim. C'est une équipe qui joue, qui va de l'avant. De toute façon, au Portugal, les gros du championnat essayent toujours de jouer et de mettre en place un peu un jeu léché. Et c'est vrai qu'au Portugal, depuis que Sporting a été dans les mains de Ruben Amorim, il a façonné cette équipe et il y a encore la marque de Ruben Amorim sur cette équipe. C'est une équipe qui joue vite, qui va de l'avant, qui est technique. Il y a des joueurs comme Francisco Trincao en 9,5 ou derrière les attaquants qui est toujours très bon. Je sais pas si vous vous rappelez, il est parti au Barça et ça a été un peu difficile pour lui. Il était parti un peu tôt à l'image des joueurs Félix, etc. Et lui, il est revenu au Sporting et là, c'est le joueur phare. Et même si Gyökeres est parti, ça change pas la grosse qualité du Sporting. C'est une équipe collective, technique. Et Gyökeres, il était là pour empiler les buts. Mais au final, c'était pas lui qui faisait cet ADN du Sporting. Il y a l'ossature, elle est restée là justement avec Trincao, avec Pedro Gonçalves, Pot, avec Morita, avec Yulman. Donc vraiment, c'est une belle équipe qui joue. Après, face au PSG, qui est le fer de lance du beau jeu la saison dernière et peut-être cette saison aussi. C'est sûr que c'est toujours un peu compliqué pour une équipe comme le Sporting qui n'a pas les mêmes moyens. On sait qu'il y a des liens très forts entre certains joueurs du PSG et déjà le Portugal, puisqu'il y en a beaucoup qui sont portugais, et le Sporting en particulier. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les liens entre certains joueurs du PSG et le Sporting? Nuno Mendes était au Sporting avant d'arriver au PSG. Voilà, surtout un. Ouais. Surtout un, parce que au Portugal, on est très marqué par son club. Vitinha, c'est Porto. Gonçalo Ramos, João Neves, c'est des benfiquistes à 100%. Et Nuno Mendes, c'est pareil pour le Sporting. C'est un joueur, c'est un gamin du Sporting. Il y est depuis son plus jeune âge. Il a tout fait là-bas. Il a grandi là-bas. C'est devenu champion là-bas. C'est le premier titre du Sporting avec Ruben Amorim. Nuno Mendes était là. Et c'est un joueur extraordinaire il a été extraordinaire avec le Sporting, comme il était très bon aussi avec le PSG, beaucoup plus offensif parce qu'il avait aucune tâche défensive à l'époque. C'est pour ça Luis Enrique a dû le façonner un petit peu il l'a bien fait d'ailleurs parce que maintenant c'est devenu un très bon défenseur. Ouais, c'est vrai. Encore un truc qu'il a bien fait. C'est son club de cœur. Foufou. C'est son club de cœur complètement. Ouais. Ok, donc ça va être forcément un beau moment pour Nuno Mendes et il a dû être hyper heureux en voyant ce tirage, j'imagine, surtout qu'en plus on se déplace là-bas, donc c'est vraiment... Enfin voilà, il y aura sans doute toute sa famille qui sera présente, c'est toujours des moments qui sont hyper cool. Écoute, merci beaucoup à toi Gary. Est-ce que tu peux à ce stade, évidemment on ne connaît pas les calendriers au moment où on se parle, mais est-ce que tu peux à ce stade nous donner peut-être un prono pour une confrontation entre le Sporting et le PSG si ça se jouait demain par exemple? Là, le Sporting, ils ont fait 3 matchs de championnat, ils ont marqué 12 buts. Ah ouais. On pourrait croire que c'est un peu compliqué. Il y en a même qui disent que le départ de Gyökeres les libère un peu et fait qu'il est un peu à l'image de Mbappé. C'est encore plus une équipe collective. Il y a je crois qu'ils ont 5 buteurs différents en 3 rencontres. Ils ont marqué 12 buts, ils se sont pris qu'un seul but. Donc là, ils sont en forme. Donc je pense que si c'était tout de suite, ce serait plus serré que quand le PSG va lancer la machine. En plus, c'est à domicile. Alors, j'aurais risqué, si c'était la semaine prochaine, j'aurais dit match nul, mais vraiment parce que c'est le premier match du PSG en Ligue des Champions et parce que la machine n'est pas encore lancée à 100%. Juste en conclusion, Gary, tu peux nous rappeler quel est ton club de cœur à toi au Portugal? C'est au Benfica. Ok. Benfica qui n'a pas de club français. Ça m'aurait fait plaisir. Ça m'aurait fait plaisir de recevoir dans ce beau stade de Benfica. Mais bon, c'est pas grave, le Sporting c'est sympa aussi, c'est juste à 3 km sur la même autoroute, mais bon, c'est pas les mêmes couleurs et c'est pas pareil. Mais bon, c'est sympa aussi, le Sporting, c'est un grand club, un club historique, c'est le rival historique de Benfica et c'est un club un peu plus bourgeois que Benfica qui est un peu plus populaire, on va dire. Et donc, pour le coup, ton cœur balance pour le PSG du coup, puisque c'est le rival de Benfica, le Sporting, non? Mais tu sais très bien que j'ai une partie de mon cœur qui reste à Paris et au Paris Saint-Germain. Et puis en plus, vous recrutez bientôt 100% portugais. Donc c'est difficile. C'est clair. La colonie s'agrandit. C'est incroyable. Bon, merci mille fois, Gary, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de t'entendre. On en sait un peu plus sur le Sporting et sur ce qui nous attend. Ça donne envie, les garçons. Hein. Le Sporting, là.
Il va y avoir du foot là. Hein. Ouais, ça donne envie. Après, Alban. comme Gary vient de le dire, on espère ne pas tomber sur eux dès le début, étant donné que là, ils sont en super forme. Mais pour tempérer la préparation de nos Parisiens qui a été absente, là, on est en train de faire notre préparation. On a joué une super coupe d'Europe contre Tottenham et on avait 5 jours dans les pattes, 5 jours d'entraînement. Donc, ça nous ferait pas peur, même si on tombe sur eux début septembre. Peur, non, mais envie, Pascal. Moi, ça me fait super envie au niveau foot, parce que je me dis, une équipe qui va vite vers l'avant, qui est très technique, et en plus qui respire un peu le même football que le PSG, C'est ça... ce que dit Gary. Je veux dire, ils jouent ils n'ont pas dû avoir avant-centre, mais ils jouent plus collectif à l'image de Paris. Ouais. Ça peut être bien. Et puis bon, le fait que les clubs français n'arrivent pas à gagner à Benfica, on ira gagner au Sporting. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne. De toute façon, on a fait venir les Portugais à Paris pour qu'ils puissent gagner. Et c'est quasiment officialisé parce que j'ai vu des logos PSG vert et rouge. Avec marqué Portugais Saint-Germain. Ah bah oui, évidemment. C'est quasiment officialisé. Les Portugais parisiens, ils sont en folie là depuis 2 ans. C'est sûr que là, c'est parce qu'il y a Luis Campos aussi évidemment. Enfin voilà, c'est bon. En tout cas, c'est quand tu vas chercher des joueurs qui ont une bonne mentalité, le Portugal c'est une bonne idée aussi parce que c'est ce qu'on voit avec les joueurs portugais. Souvent, ils ont une mentalité ils sont bien élevés quoi. Oui, on peut pas dire autre chose. C'est Mimi quand on voit les photos gamins de Ramos et Alves. Ils étaient déjà ensemble à l'âge de 12 ans, on les voit minots. Et Neves, tu veux dire C'est Neves et Ramos. T'as dit Alves, c'est pour ça. Oui. Ouais, on s'est compris. Bon, les garçons, on va passer maintenant au gros morceau du foot en général, c'est-à-dire l'Angleterre. On l'a dit la saison dernière, nous les Parisiens, on a coutume de dire qu'on a traumatisé la Première Ligue. La Première Ligue qui évidemment, bien sûr, est un peu l'ogre dans le football européen. D'abord, juste comme ça entre nous, on est d'accord que cet angle de la saison dernière, on l'a tous énormément kiffé. Le fait de battre toutes les équipes anglaises qu'on a jouées, Jean-Jacques. Ouais. Bah oui, un vrai kiff. Bah oui. C'est comme tu dis, c'est l'ogre. L'Angleterre, voilà, c'est au-dessus de tout le monde financièrement, il n'y a pas photo. Donc, puis bon, des clubs mythiques comme Liverpool, forcément, c'est des trucs qui vont rester pour toujours. Hein. Avec le scénario en plus. Liverpool, on a vibré jusqu'au bout, avec un grand gardien qui va peut-être ou peut-être pas nous quitter, Donnarumma. C'est bien parti quand même. Ouais. Mais on a passé une super saison en Première Ligue et il se rappelle bien de nous en tout cas. On est en ligne, les garçons, avec un journaliste qui connaît beaucoup de championnat, qui est fan du Paris Saint-Germain depuis toujours, qui est aussi une bibliothèque ambulante sur le football puisqu'il a une mémoire d'éléphant, donc il se souvient à peu près de tout, les scores, les dates, les machins et tout, et qui est fan d'Arsenal. Il s'appelle Antoine Morin, c'est aussi un habitué de mes émissions, il vient souvent avec nous voir, et il est commentateur pour Sky Sport Suisse. Il commente la Ligue 1 et la Serie A, donc on va parler aussi avec lui tout à l'heure de l'Atalanta Bergame, puisqu'il connaît parfaitement la Serie A. Salut Antoine. Salut Pia. Merci d'être avec nous Antoine. Alors je suis entourée de 3 supporters, Jean-Jacques, Pascal et Alban qui sont avec moi aujourd'hui, avec qui on parle du tirage. Antoine, avec toi on va parler des 2 clubs anglais puis du club italien qui sont sortis des chapeaux de l'UEFA. D'abord Antoine, en tant que supporter du PSG, ta première réaction sur le tirage d'hier, ce serait quoi ? Moi j'aime bien. Moi je préfère quand il y a de l'adversité, quand faut être dans le bain tout de suite. Donc moi ça me plaît. Je pense que le PSG version Luis Enrique a montré qu'il avait peur de personne et je pense que c'est plus les autres équipes qui ont peur du PSG que l'inverse. Donc moi j'aime beaucoup ce tirage-là. Il n'y a pas de déplacement dans le cercle polaire ou au fin fond du Kazakhstan. Ça me va très bien aussi. T'es pas dans la team Aurore Boréale pour voir un match de foot, toi. Alors, pour avoir suivi un peu les prestations des clubs italiens, parce que je devais les commenter, qui devaient se déplacer du côté de Bodø/Glimt ces dernières années, la Roma en a pris 6, la Lazio en a pris 3 ou 4. Donc voilà, aller à Bodø/Glimt, c'est vraiment pas c'est pas une partie de plaisir du tout, surtout à la période à laquelle tu risques d'y aller, c'est-à-dire entre octobre et janvier. Voilà. Sachant que là-bas, doit faire froid 8 mois par an à peu près, donc très froid. Voilà, tu sors de l'avion, il fait moins 27. Si tu veux. Ouais, c'est ça. Au moins là, les matchs se jouent pas en plein jour, il fait nuit tout le temps. Donc voilà, il fait bientôt nuit pour 6 mois là. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et 11 heures d'avion pour aller au fin fond du Kazakhstan, si on peut éviter, c'est bien aussi.
Ok, bon bah écoute, on évite, hein. Là ça va être vraiment du très grand classique, Angleterre, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne. Alors on va commencer avec Tottenham, qui est donc le club qu'on a battu en Super Coupe d'Europe il y a vraiment pas longtemps, Super Coupe de l'UEFA le 13 août dernier, 4-3 après les tirs au but, après un match nul sur le temps réglementaire. Avant ça, il y avait eu une confrontation en Ligue des Champions en 2017, le 23 juillet 2017. Non, c'était pas en Ligue des Champions, c'était l'International Champions Cup. PSG Tottenham, et Tottenham avait gagné 4-2. Et puis on les avait aussi affrontés en Ligue des Champions en 2022-2023 en 8e de finale. Non, pas du tout. Je recommence. Tottenham, leur dernière Ligue des Champions, c'était en 2022-2023. Ils avaient fait 8e de finale. Et nous, on les a affrontés que 2 fois en International Champions Cup et en Super Coupe de l'UEFA, mais jamais en Ligue des Champions. Il me semblait bien aussi. Voilà, là maintenant, je dis les trucs dans l'ordre. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler, Antoine, de Tottenham, que donc on vient d'affronter, mais on n'était pas dans un état de forme idyllique? Non, effectivement, parce que ça faisait qu'une semaine que le PSG avait repris, alors que Tottenham avait fait 6 semaines de préparation. Tottenham sort d'une saison catastrophique sur le plan national. Ils ont fini 17e de Première Ligue, donc ils étaient limite relégation. Alors, ils étaient limite zone rouge, mais en fait pas relégation, parce que les 3 derniers étaient tellement faibles qu'il y avait des écarts de points considérables. Ah ouais. Mais ils ont fait une saison cataclysmique en championnat, mais par contre, ils l'ont sauvé en gagnant l'Europa League, ce qui leur a permis de venir en Ligue des Champions. Ils ont surtout cet été changé d'entraîneur avec l'arrivée du Danois Thomas Frank, qui est arrivé en provenance de Brentford et qui est un entraîneur qui sait très bien mettre en place ses équipes. Et on a vu d'ailleurs sur le match de Super Coupe et même sur le début du championnat, ils ont fait 2 victoires. Alors ils ont battu Burnley, un promu, lors de la première journée, puis surtout ils ont été gagnés à Manchester City le week-end dernier. Donc voilà, c'est un entraîneur qui sait bien mettre en place ses équipes. Brentford était réputé pour être une équipe compliquée à jouer pour les gros de Première Ligue. Donc, il n'y a pas de raison que son Tottenham le soit pas. Après, pour exister vraiment dans cette Ligue des Champions, moi, j'estime qu'il leur manque toujours 1 ou 2 top joueurs. C'est un peu l'éternel problème de ce club-là, parce que le président a des oursins dans les poches et il veut jamais investir trop d'argent pour... voilà, il y a eu des saisons où ils ont fini 2e, 3e de Première Ligue et on se disait, voilà, peut-être qu'en allant chercher 1 ou 2 top joueurs pour renforcer une équipe qui marche bien, ils pourraient se mêler vraiment pour la lutte pour le titre. Mais voilà, leur président Daniel Levy ne le fait jamais. Donc c'est une équipe qui, pour l'instant, se condamne elle-même un peu à graviter autour du top 4 anglais, voilà, des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Tout le monde attend beaucoup de Thomas Frank pour faire passer un palier à l'équipe. Moi, j'estime qu'il peut pas le faire s'il n'a pas des top joueurs. Ils sont en train de recruter Xavi Simons, alors ce sera les retrouvailles avec notre ancien Titi. Il a passé sa visite médicale hier, donc a priori ça va être officialisé aujourd'hui. Ok, et ils ont recruté Wilson Odobert aussi en août 2024. Et voilà, ils ont Wilson Odobert, effectivement. Ils ont Matistel, l'international espoir français, qui a raté son tir au but d'ailleurs contre Paris. Donc voilà. Après, le fait de les jouer au parc, je pense que c'est une bonne chose. Parce que voilà, le Tottenham Hotspur Stadium, qui est tout neuf, c'est un beau stade, il y a une belle ambiance. Donc à la rigueur, je préfère les jouer au parc. Je pense que le match sera très différent de ce qu'on a vu en Super Coupe, parce qu'on sera dans un état de forme bien différent de celui du 13 août dernier. Ouais, en tout cas, ils n'ont pas de superstars, mais quand même, Xabi Simons, Matistel, Odobert, etc., c'est des très très bons joueurs, jeunes, d'avenir voilà, aussi. C'est exactement ça. S'ils prennent Rabiot, tu crois que Rabiot il va aller à Tottenham? Où est-ce qu'on va le foutre, ce Rabiot? On sait plus quoi en faire de ce mec. Il y a son tonton Allegri qui pousse pour le récupérer à Milan, mais a priori, c'est pas comme Milan ne joue pas comme Milan ne joue pas de Coupe d'Europe, ça intéresse pas trop les Rabiot. Ouais. Ah, les Rabiot. Voilà. Il nous égaye notre début de saison. J'ai bien dit les Rabiot. Oui, on a bien compris de qui tu parles.
Bon, ok, sur Tottenham, qu'on a joué récemment, donc sur lesquels on a quand même des souvenirs assez récents, tu nous as appris plein de trucs, c'était super intéressant. Deuxième club anglais qu'on va rencontrer dans cette phase de Ligue des Champions, Newcastle. Là aussi, on a des souvenirs assez récents. La dernière fois qu'ils ont joué la Ligue des Champions, Newcastle, c'était 2023-2024. C'est là qu'on les avait rencontrés en phase de groupe. Le 4 octobre 2023, ce match, il nous a marqué parce que voilà, on est arrivé en 4-2-4, on s'est pris un 4-1 dans un stade qui était bouillantissime. Est-ce que l'un d'entre vous était à Newcastle, les garçons ? Non, personne. Non. Bruno Salomon, il s'est pas remis de ce déplacement parce qu'il a vraiment adoré l'ambiance du stade où pour le coup, ça chante dans toutes les tribunes. C'est hyper familial. Il y a aussi beaucoup de femmes et les gens sont vraiment des authentiques amoureux du football. Et voilà, c'est très rock'n'roll comme ambiance. Je sais pas, Antoine, si tu as eu l'occasion déjà d'aller dans ce stade ? Non, j'ai jamais eu l'occasion, mais j'ai pas mal discuté avec David Ginola quand je travaillais avec lui, qui a été une star incroyable à Newcastle, et il m'en a beaucoup parlé. Ouais, c'est un club qui est marquant, hein, je pense, pour les joueurs qui y sont passés. Le match retour, j'en ai pas parlé, c'était le 28 novembre 2023 et on avait fait un partout au Parc des Princes, donc il nous avait vraiment tenu la dragée haute. Alors, Antoine Morin, comment va Newcastle aujourd'hui ? Newcastle aujourd'hui va plutôt bien. Ils ont fait une très belle saison. La grosse interrogation finalement qu'on a sur Newcastle concerne leur avant-centre Alexander Isak, qui aujourd'hui ne s'entraîne pas, ne veut plus jouer pour le club. Fait la grève parce qu'il veut aller à Liverpool, sauf que Newcastle veut pas le laisser partir et que l'offre qu'a faite Liverpool est pas assez mirobolante à l'échelle du football anglais pour convaincre les dirigeants de Newcastle de le laisser partir. Parce que Newcastle avec et sans Alexander Isak, c'est pas vraiment la même équipe. Ouais. Donc voilà, tout va dépendre de ce qui va se passer d'ici le 31 août. S'il part pas et qu'il finalement il est réintégré et qu'il retrouve sa place de titulaire dans l'équipe des Diao, ça peut changer beaucoup de choses. Ils ont cherché un remplaçant depuis le début de l'été, parce qu'ils ont bien compris quand même que Isaac c'était compliqué. Ils ont même essayé de faire Randal Colomwani, mais le PSG a pas donné suite parce que on préfère passer 4 mois à négocier avec la Juve pour un prêt payant pour faire plaisir aux joueurs qui veulent aller que là-bas. Alors que voilà, Newcastle, il t'aurait allongé une somme cash que tu aurais pu récupérer tranquillement. Mais bon, ça c'est les aléas du mercato du Paris Saint-Germain. C'est bien d'être gentil, tu sais, dans la vie. Un jour, tu reçois les fruits de ta gentillesse. Enfin, je sais pas. Hein. Ouais. Je sais pas si en foot ça marche. Alors, moi, je veux bien qu'on soit gentil et qu'on fasse des cadeaux à la Juve. Si derrière, ça nous permet d'être prioritaire peut-être dans 1 an ou 2 quand il faudra récupérer Kenan Yildiz. Ça, d'accord. Ah, mais sinon, ok. Voilà. Toi, t'as 3 trains d'avance, toi. Évidemment. J'essaye de jouer aux échecs avec le mercato, c'est rigolo. Mais en sinon, tout cas, voilà, faut juste rappeler que Newcastle, c'est un fonds saoudien qui le possède. Donc, c'est une équipe très riche, Newcastle. C'est pas une petite équipe populaire. Mais qui fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire, ils sont pas arrivés en recrutant 10 joueurs à 60 millions d'euros. Voilà, ils ont commencé par prendre un manager, et Diao, qui est considéré comme peut-être parmi la jeune génération des entraîneurs anglais, et il n'y en a pas beaucoup, le meilleur, qui avait fait du très bon travail à Bournemouth. Il les a emmenés en Ligue des Champions. Il les a sauvés de la relégation quand il est arrivé. Il les a emmenés en Ligue des Champions en 2 ou 3 saisons. Parce que Newcastle avait pu faire la Ligue des Champions depuis 2003, à l'époque de Laurent Robert. Ouais. Pour les anciens supporters du PSG, la patte gauche là, de Laurent Robert. Il y en a 2 qui sont bien anciens là, dans le studio. Oui. Limite vieux, quoi. On connaît la patte gauche de Laurent Robert, on l'a pas oublié. Ouais. Donc il les a emmenés en Ligue des Champions. Alors ils n'étaient pas sortis de la poule parce qu'en fait finalement ils avaient massacré le PSG à St James Park, mais derrière ils n'avaient pas fait grand chose, donc ils avaient fini 4e. Mais derrière, il les a ramenés en Ligue des Champions et surtout, il leur a fait gagner aussi la Coupe de la Ligue. Donc, il a ramené un trophée à Newcastle, parce que Newcastle n'avait pas gagné aussi de trophée depuis des années. Donc, le projet est cohérent. L'équipe est très solide, elle se connaît très bien. C'est vrai, ils font vraiment du bon boulot. La seule interrogation pour eux, c'est le rôle d'avant-centre. Ils ont essayé plusieurs pistes cet été qu'ils n'ont pas réussi à faire. Parce que les mecs ont préféré aller ailleurs, dans des endroits qui, me semble-t-il, aujourd'hui ne sont pas vraiment les meilleurs endroits pour aller quand tu es attaquant, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, il y a une interrogation à ce niveau-là sur Newcastle, et puis surtout il y a un gros avantage pour le Paris Saint-Germain, c'est de les jouer au Parc et pas de retourner à St James Park. à St James Park, même si, et moi je me suis fait
je me suis fait cette violence de revoir le match il y a quelques mois. Ah ouais. Avant le premier but, les 2 premières occasions du match, elles sont pour Paris. Et notamment Dembélé, qu'on a une. Voilà, c'était pas le Dembélé 2025, malheureusement. Parce que si tu mènes 1-0 à St. James Park, c'est pas du tout la même histoire. Mais voilà, le match aurait pu être très, très différent avec un peu plus de réalisme, même si derrière, effectivement, le 4-2-4 avait volé en éclats. Ouais. Et attention à Newcastle, parce que Sandro Tonali n'est plus suspendu et que Sandro Tonali est une magnifique raison de regarder un match de football de Newcastle. C'est vraiment un joueur que j'adore. Tu peux nous rappeler son poste ? C'est un milieu à Milan, il jouait plutôt 8 et en fait à Newcastle, Edio l'utilise vraiment en ce qu'on appelle en italien en regista, c'est-à-dire en meneur de jeu reculé, un peu comme ce que Carlo Ancelotti faisait avec Andrea Pirlo. Et voilà, donc c'est lui qui organise le jeu de derrière, et il a à côté de lui 2 chiens de garde qui font très très mal, c'est-à-dire Joe Ellington qui est très puissant, très très costaud, qui met beaucoup d'impact, et Bruno Guimaraes, l'ancien Lyonnais qu'on connaît bien. Qui est un super milieu défensif et qui est aussi plein de vis et qui est capable de mettre des coups de coude en pleine course à Manuel Ugarte sans se faire sanctionner par l'arbitre. Donc voilà, méfiance. Méfiat. Avec Newcastle, de toute façon, je pense que s'il y a un club dont on se méfiera, c'est bien Newcastle, parce qu'on a payé pour apprendre. On va maintenant, avec toi, Antoine Morin, parler du seul club italien qu'on va rencontrer en phase de Ligue de la Ligue des Champions. Et ce club-là, c'est l'Atalanta Bergame. Pour le coup, c'est un club qui nous rappelle un très bon souvenir, puisque le 12 août 2020, en Ligue des Champions, en quart de finale, on avait réussi à les battre 2-1. Je vous rappelle le contexte, ils avaient ouvert le score. Marquinhos avait égalisé à la 90e, et puis Choupo-Moting avait marqué un but improbable à la 93e minute. Et c'était un des moments d'euphorie et de folie les plus ouf de l'histoire des supporters du Paris Saint-Germain. Ils étaient 9e la saison dernière en phase de Ligue, à la fin de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Ils avaient disputé les barrages. Et dernière petite info, Mitchell Bakker, notre ancien latéral, joue à l'Atalanta Bergame après être passé par Leverkusen. Depuis juillet 2023, il est là-bas. Alors, qu'est-ce que ça vaut, l'Atalanta Bergame, Antoine ? Pour moi, l'Atalanta Bergame, c'est l'une des grandes inconnues de la saison. Parce que tout simplement, l'architecte de cette équipe, Giampiero Gasperini, a quitté l'Atalanta pour rejoindre l'AS Roma. Gasperini a repris l'équipe en 2016 et il les a amenés en Ligue des Champions plusieurs années de suite. Il les a amenés en Europa League avec victoire au bout. Et il a vraiment fait de l'Atalanta un club qui compte en Italie et un club qu'on met d'office parmi les prétendants aux qualifications européennes chaque saison. Le problème, c'est voilà, Gasperini, c'est une méthode bien particulière. On dit en Italie qu'en général, les joueurs qui brillent sous Gasperini, quand ils vont dans une autre équipe, c'est plus compliqué pour eux. Et il y a beaucoup d'exemples. Et là, aujourd'hui, voilà, on est avec une Atalanta orpheline de Gasperini. La question de sa succession a été vraiment un sujet sur toute la fin de saison en Italie, avec beaucoup de candidats. À un moment donné, on pensait que le grand favori était Thiago Motta, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien entraîneur des U19. C'est son anniv en plus aujourd'hui ou hier, je crois. Voilà. Hier, c'était hier son anniv. Auguri Thiago, ti vogliamo bene. Et malheureusement pour lui, ça s'est mal passé à la Juve, il s'est fait lourder, mais du coup il était disponible. Ouais. Et finalement, l'Atalanta a fait un autre choix et ils ont été recrutés Miroslav Juric, Ivan Juric, pardon, qui est un disciple de Gasperini parce que ça a été son joueur pendant des années au Genoa. Et qui s'inspire un peu de ses méthodes, sauf que quand on regarde le pédigré de Juric, avec le Torino, il a à peine fait top 10 en Serie A sur 3-4 ans. Et l'année dernière, il a été appelé en pompier de service à la Roma après le licenciement surprise de De Rossi après 4 journées. Ouais. Sa Roma a été catastrophique. C'est vraiment avec des choix de joueurs qui faisaient jouer à des postes, c'était incompréhensible.
Donc la Roma a fini par s'en séparer et ça a été beaucoup mieux à partir du moment où Ranieri a repris l'équipe. D'ailleurs, ils ont fini en feu d'artifice. Ils étaient pas loin d'accrocher la Ligue des Champions. Et Juric, lui, il a rebondi dans la même saison à Southampton, qu'il n'a pas réussi à sauver de la relégation. Alors la mission était compliquée, mais il n'a pas franchement brillé. Donc moi, c'est vraiment un entraîneur sur lequel je suis très sceptique. Et du coup, je suis vraiment pas très confiant sur la capacité de l'Atalanta à faire une grosse saison avec cet entraîneur-là. Donc, c'est une inconnue complète. Par contre, voilà, ils ont des joueurs qui connaissent la Ligue des Champions parce qu'ils l'ont joué, et notamment l'année dernière, vous avez fait une très bonne phase de Ligue. Par contre, en barrage, ils avaient tiré Bruges. Et ils les avaient clairement pris de haut et ils ont pris deux belles volées. Donc voilà, pour moi, c'est une des inconnues de ce tirage de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, parce que voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre avec cette équipe. J'ai peu d'espoir que ce soit une équipe très dangereuse compte tenu de l'identité de leur entraîneur. Mais si ça se passe très mal et qu'il saute très vite, ce sera peut-être pas lui qui sera l'entraîneur que si tu les joues en janvier, par exemple. Ah oui, donc, à ce point-là, tu penses que ça peut sauter carrément avant, quoi. Ouais. Ah oui, t'es vraiment effectivement très sceptique. C'est pas trop dans la culture de l'Atalanta. Ils ont gardé Gasperini de 2016 à 2025, donc c'est un long bail. Mais donc c'est pas trop dans la culture du club. Mais voilà, Juric, moi si je me fie sur ces deux dernières expériences, que ce soit la Roma ou Southampton, je vois pas ce que ce garçon-là vient faire dans un club qui a ces ambitions-là. Donc c'est ma grosse inquiétude. Tu nous l'as rhabillé pour l'hiver, là, le Juric. C'est pas mon entraîneur préféré. Ouais, on a bien compris, Antoine. Nous, on est contents parce qu'on se dit, voilà, c'est un club qui va potentiellement être un peu friable ou en difficulté, donc tant mieux pour nous. En tout cas, merci mille fois, Antoine Morin. Avec toi aussi, on a appris énormément de trucs et ça commence à s'éclaircir. Voilà, la liste des équipes qu'on va affronter. Merci, Antoine, on t'embrasse très fort. Avec grand plaisir, à la prochaine. À très bientôt dans le podcast en studio, j'espère. Merci beaucoup. Et puis maintenant qu'on a parlé de la Première Ligue, de la Serie A, de la Bundesliga, du championnat portugais, eh ben on va conclure avec nos copains, les Espingouins, les Espagnols. Catalan. Qui a dit quoi ? Catalan. Oh bah ils sont espagnols quand même, non ? Ils sont surtout catalans. Ouais, non, mais moi, je me mêle pas des problèmes de ce type. Donc, on a deux équipes espagnoles qui vont se profiler sur notre chemin. L'Athletic Bilbao, contre lesquels on a eu très peu de confrontations, et le FC Barcelone, contre lesquels on a eu beaucoup trop de confrontations. Au point que, comme tu nous l'as expliqué, Pascal, tout à l'heure, le fameux 4-0 au parc, t'avais revendu ta place tellement t'en avais ras-le-bol de voir le Barça. Et le Real. Et le Real. Alors, le Real, on y a échappé cette année. Oui. Et pas plus mal. c'est presque un peu dommage. Parce que c'était vraiment le moment de les taper, non ? Ah, mais si on peut les taper en finale. En huitième. Oh, en finale. On les a déjà tapés à la Coupe du Monde. Ouais. Bon, non, mais là, on s'enflamme, on fait les mecs qui se la pètent un peu. Mais bon, ça fait contre le Real, ça fait toujours plaisir. Ouais, la saison blanche. Ouais, saison blanche, Blanche normal. Blanche pour le Real, ça leur va bien. Ça leur va bien. Oui, ouais. c'est leur couleur. Donc, ils vont peut-être rester là-dessus cette saison, on va voir. Ils vont jouer Marseille, je crois, il me semble. Ah, donc ce ne sera pas une saison blanche. Ils auront au moins une victoire. Oh, on n'est pas gentil. Bon, on a donc deux équipes contre nous. Le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao. On est en train d'essayer de joindre Manuel Terradillos, qui est un journaliste espagnol qui suit le Paris Saint-Germain à Paris, qui travaille pour RFI, qui sera avec nous dans un instant. Alors, pour le FC Barcelone, on est donc sur une égalité parfaite en termes de confrontation. C'est marrant, j'ai découvert ça en préparant l'émission hier. 14 confrontations dans l'histoire, 5 victoires pour le Barça, 5 victoires pour le PSG, 4 matchs nuls et 27 buts marqués des deux côtés. Donc là, vraiment, on est sur un point d'équilibre total. C'est assez étonnant. En plus, depuis que Luis Enrique est le coach du Paris Saint-Germain, on a un type de jeu qui se rapproche. Moi, personnellement, j'étais franchement un peu frustrée qu'on les ait pas joués la saison dernière parce que c'était vraiment l'équipe contre laquelle j'avais envie de voir comment se faisait l'alchimie au niveau tactique face au PSG. Vous, non. Jean-Jacques, tu... Bah non, parce que je pense qu'effectivement, ça aurait été difficile. Ah oui, c'est clair, oui. Ça, c'est sûr. Je préfère qu'on gagne la Ligue des Champions. Plutôt que de se faire plaisir sur la tactique. Voilà, et puis on les a battus l'année d'avant, donc ouais, ils sont passés au moins une année.
Moi, j'aurais dit encore eux. Alors, non. Oui, toi, t'aurais encore revendu ta place, comme bon râleur que tu es. Alors, dernière confrontation entre les deux équipes en Ligue des Champions, c'était évidemment en avril 2024. Match aller, c'est Barcelone qui gagne au Parc, 3-2. C'était le quart de finale aller. Et puis, match retour à Barcelone, à Montjuïc, puisque le stade était en travaux. On gagne 4-1 et donc on les élimine de la Ligue des Champions et on passe en demi-finale. Évidemment, Ousmane Dembélé était au Barça avant d'arriver au Paris Saint-Germain. On est en ligne avec Manuel Terradillos. Salut Manuel. Bonjour, comment allez-vous? On va très bien Manuel. Alors je te donne cette information. On est en studio avec 3 supporters du PSG, Pascal, Jean-Jacques et Alban. On est en train de parler du tirage. On a déjà fait toutes les autres équipes à part les équipes espagnoles et donc c'est toi qui vas conclure un peu ce farfouillage sur les équipes qu'on va rencontrer en Ligue des Champions en phase de Ligue. Alors Manuel, toi tu bosses pour Radio France Internationale, tu es correspondant sportif à Paris pour la radio espagnole Onda Cero, je le dis bien? Exact. J'essaye de mettre les spells. Plutôt que Manuel, Manu Terradillos. Manu Terradillos. C'est le nom artistique. Oh, ok, pas de problème, c'est ton nom d'artiste. Pas de souci. Alors Manu, on est en train de parler d'abord du FC Barcelone. D'abord, est-ce que tu sens du côté du Barça, une petite lassitude de rencontrer le Paris Saint-Germain? Attends, j'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez relire? Ah oui, il faut fermer la porte. Est-ce que tu sens une lassitude du côté des fans du Barça de rencontrer le PSG? Non, je crois que c'est un peu le match que tout le monde veut regarder, ça c'est clair, mais c'est vrai que ça c'est un peu tout refroidi parce que c'est pas la même dynamique qu'on avait la dernière saison. C'était PSG et Barcelone, les deux équipes, on va dire, qui dominaient, surtout au niveau footballistique, non, qui proposaient les meilleurs foot du continent. Après, il y a eu la Coupe du Monde de clubs qui s'est passée. Il y a les débuts de cette saison où on voit les deux équipes qui gagnent, mais un peu moins brillants. Donc, ils sont brillés un peu moins. Donc, on attend. Mais je crois qu'il y a une espèce de mélange côté les supporters de Barcelone. D'un côté, envie de voir un grand match, mais de l'autre aussi, je crois que s'il y avait une équipe que tout le monde voulait éviter, Barcelone compris, bien sûr. Même s'ils ne le diront pas, s'ils ne le diront pas, c'est les PSG. C'est assez logique. C'est vrai que nous, on a tendance toujours à dire on est dans le groupe de la mort, alors que c'est clairement ce que les autres équipes pensent quand elles voient qu'elles sont avec le Paris Saint-Germain. C'est logique, on est les vainqueurs de la Ligue des Champions de la saison dernière. Sur le plan de la tactique et de comment va l'équipe, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que c'est un FC Barcelone qui est confiant dans ses forces, qui va être sur une continuité par rapport à la saison dernière, qui a effectivement été excellente? Oui, il y a deux choses à voir. Pour moi, côté équipe, il est plus forte. Côté effectif, il est un peu plus faible. Je commence par le deuxième. C'est vrai qu'il y a Rashford qui est arrivé, Jean Garcia qui est un gardien avec un avenir magnifique. Mais il y a aussi le départ d'Iñigo Martínez, qui pour moi c'était le défenseur central clé avec Cubarsí. Il y avait une complémentation entre les deux énorme. Et là, je crois que là, ils vont souffrir un peu. Donc, au niveau d'effectifs, on va voir ce que peut-être c'est Araujo qui prendra cette position, la place. Mais après, quand je dis côté, on va dire équipe et pas effectif, je trouve que ça sera plus forte. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième année. On parle d'une continuité, c'est un peu comme le PSG. Il y a des certitudes, il y a une équipe qui sait comment faire les choses, qui sait comment ça va marcher. Donc, déjà, c'est 2 saisons, ça sera la deuxième saison avec Hansi Flick, avec le même système. Et aussi, il faut compter sur l'évolution des joueurs. On a vu comme Rafinha a amélioré, Dani Olmo s'est intégré un peu plus, et on a Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'était un joueur qui en parlait toujours, il est très jeune, 17 ans, etc. Il a maintenant 18. C'est un joueur qui peut qu'avancer, qui s'est développé. Donc, je crois que de ces côtés, comme équipe à battre, ça sera une équipe qui sera plus forte que la dernière saison, malgré le fait qu'ils ont perdu pour moi un joueur clé titulaire comme Iñigo Martínez. Les garçons autour de la table, on approche de la cérémonie du Ballon d'Or, donc tout le monde parle de Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, etc. Vous, quand vous voyez une confrontation Barça-PSG, vous pensez on va voir ces deux stars du foot s'affronter, ou vous pensez, comme ce que je disais tout à l'heure, à tactiquement qu'est-ce que ça peut donner, sachant que c'est du football spectaculaire des deux côtés, assez proche, très offensif. Est-ce que ça peut être des matchs où il y a beaucoup de buts? Qu'est-ce qui vous fait envie dans ces confrontations? Attends Manuel, je posais la question aux garçons et on revient. Vas-y Alban. Comme tu viens de le dire, là ça va être tous les projecteurs vont être sur Yamal et Dembélé. Donc, ce sera sûrement, il y a des chances que ce soit tranché quand on va jouer le Barça. C'est pas sûr, hein, parce que le Ballon d'Or c'est le 22 septembre. Oui, et les premiers matchs, ça commence quand? Sont clos au 25 août. Ah, oui, mais nous, on n'aura pas le résultat. C'est quand le premier match de Ligue des Champions? C'est le 16, 17, 18. Septembre. 16, 17, 18, du coup, c'est juste avant le Ballon d'Or.
Ah ouais. Le Ballon d'Or, c'est le 22. Oui, donc Oui, Manu... les votes sont terminés, donc. Oui. Mais pour nous, si on n'a pas le résultat, Ouais. ça apporte quand même un petit... Non, Jean-Jacques, tu t'en fous, toi, du Ballon d'Or. Un peu, mais. Il s'en fout de tout, Jean-Jacques, c'est un punk. Hein. Ça se voit pas tout de suite, mais moi, je le connais. Non, mais c'est vrai que non, je pense pas au Ballon d'Or quand je vois un PSG Barça, quoi. Mais, Donc tu penses à quoi? Lamine Yamal, effectivement, j'ai envie de le voir contre nous, Ouais. voir ce que ça peut donner. Après Dembélé, il a fait une super saison et je pense que le Ballon d'Or, celui-là, serait mérité. Mais dans l'absolu, je pense que voilà, Lamine Yamal, c'est la future star à venir. Il nous a fait très mal avec l'équipe de France. Mm. Alors, Ouais. avec un très grand Yamal. Et oui, c'est le futur. Hein. On sait bien. Mais en tout cas, on va pouvoir leur casser leur joie à ces Barcelonais. Allez, bam, sympa, Alban. Non, mais un petit sera Ballon là. d'Or pour Yamal, rien que pour embêter Mbappé. Non, mais Oh Yamal, non, t'inquiète, celui d'Ousmane, il embêtera Mbappé aussi, t'inquiète. Yamal, il aura tout le temps d'en gagner. Il aura tout le temps d'en gagner, mais en tout cas, pas cette année. Non. Quoi. Non, cette année, c'est pour Ousmane. Non, pour Manu, au niveau tactique, est-ce que tu peux juste nous dessiner un petit peu comment joue le Barça dans le Siflik? Oui, c'est un système avec 4 joueurs en défense, 3 milieux, 3 attaquants. Donc, on a Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski. C'est une équipe qui aime garder les ballons. C'est une équipe qui a une circulation des ballons de ses côtés un peu comme les PSG, dans le sens qu'il sait bien garder les ballons avec les milieux de terrain, avec des joueurs comme Pedri, comme De Jong. Puis c'est une équipe qui défend. C'est pas qu'ils font la pression très haute, la pression, non, très proche de la défense pour essayer de récupérer les ballons. C'est aussi que sa ligne défensive, et ça on l'a vu la première saison des Mbappé, j'imagine que vous avez vu, qui est très haute aussi. Donc il y a cette espèce de piège de l'orgie. Donc pour éviter que l'équipe rivale lance l'attaque très vite, il y a les défenseurs qui s'approchent beaucoup du milieu de terrain pour faire tomber, on va dire, dans cette espèce de piège d'orgie aux attaquants rivales quand ils essaient de lancer une transition en contre-attaque. Après, c'est la différence, par exemple, que je vois avec les PSG, c'est que même s'il y a une circulation de ballons, c'est la présence d'un neuf, un vrai neuf. Donc, ça ouvre un peu la place à des ballons qui sont centrés, des Lamine Yamal, des Rafinha, s'ils n'arrivent pas à trouver une position pour frapper les ballons. Mais c'est deux équipes qui vont essayer de garder les ballons. Les Barcelone, c'est comme ça que Hansi Flick il est venu. Même les joueurs disent, on fait à l'entraînement plein d'exercices avec les ballons pour que les ballons bougent vite, pour les passer très vite, pour chercher à droite, à gauche, essayer de trouver un petit trou dans la défense rivale. Donc, je crois que ça sera assez proche, sauf pour moi cette différence au niveau d'attaque, l'effet de compter avec un joueur comme Lewandowski qui avait fait très mal quand on l'avait sur la dernière double confrontation il y a 2 saisons. Je me souviens, Beraldo était en panique avec les placements de Lewandowski. En gros, la grande question, ça va être de savoir laquelle des deux équipes va réussir à avoir la possession et va réussir à pouvoir justement jouer de cette façon offensive, parce que comme c'est proche les deux, ça peut le mélange peut être explosif. Ça va être très intéressant en tout cas à regarder. Là, comme ça, Manuel, si on devait donner un pronostic tout de suite, si les deux équipes se jouaient ce week-end, pour toi, qui serait au-dessus actuellement? Ouf, c'est difficile. C'est très dur. C'est surtout parce que j'ai pas encore vu qu'on vient de commencer la saison, j'ai pas encore vu une dynamique. Je vois peut-être un peu mieux les PSG, un petit peu mieux, mais l'effet que ça sera à Barcelone, je crois que ça équilibrerait les choses un peu. Justement, Manu, ce sera dans quel stade? Ça dépend peut-être de la date. Quand est-ce que le Barça va arrêter de jouer ses matchs à Montjuic? L'idée du Barcelone, c'est de revenir au Camp Nou pour la Ligue des Champions, parce que l'UEFA ne permet pas de changer de stade au milieu de la compétition. Donc l'idée, si possible, c'est on commence, même si c'est avec 30 000, 40 000, j'ai dit une chiffre n'importe laquelle, parce qu'on sait que puis, au fur et à mesure, on ajoutera des places supplémentaires. Donc l'idée du Barcelone, c'est celle-là, à cause de la Ligue des Champions. Pour ne pas faire toute la saison de Ligue des Champions à Montjuic, alors que le Camp Nou sera prêt à un moment dans la saison, quoi. Exactement. Ok, ça c'est intéressant pour les supporters qui avaient prévu de faire le déplacement. Alors ça c'était pour le FC Barcelone, Manu. Maintenant on va parler de l'Athletic Bilbao. Alors eux ils n'étaient pas en Ligue des Champions la saison dernière. Leur dernière participation en Ligue des Champions c'était 2014-2015. On a été confronté à eux en Ligue Europa seulement, pas en Ligue des Champions, c'était en 2011. Et c'est un club qui a été marqué par une légende du Paris Saint-Germain, c'est Luis Fernandez, qui a été leur entraîneur entre 96 et 2000 et
qui est resté vraiment une star là-bas, une légende en tout cas du club. Et puis on a un ancien joueur du PSG qui joue, je crois actuellement à Bilbao, si je me trompe pas, c'est Yuri Berchiche, Manu. Exact. Voilà, donc j'ai fait un petit portrait comme ça rapide. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Athletic Bilbao, qui est donc un club basque? La grande différence surtout dans ces cas-là, c'est le fait que le PSG devra se déplacer et jouer à Bilbao parce que ça change beaucoup. Et l'Athletic Bilbao, c'est une très bonne équipe, mais le fait de jouer à la maison, ça change beaucoup. C'est un peu comme, je dirais, les plus anglaises des équipes espagnoles. C'est une équipe physique qui fait la pression. Physique, pas dans le sens de bousculer les rivales, mais plutôt d'imprimer un rythme élevé, de jouer un peu box-to-box, non, et très direct aussi. Et c'est normalement un 4-2-3-1 avec une 12e ligne, non, derrière l'attaquant où il devrait avoir les frères Williams. Nico Williams, je crois qu'il ne faut pas le présenter, on connaît tous. Il y a aussi Iñaki. Mais là, j'aimerais bien aussi vous parler d'un joueur un petit peu, ça s'appelle Sancet, qui était blessé l'été, qui est revenu les derniers week-ends. Il a provoqué et marqué les pénaltys qui a donné la victoire à son équipe, à l'Athletic Bilbao, qui est un peu l'artiste. C'est un peu les joueurs avec les ballons au pied qui regardent à droite, à gauche, comment relancer l'équipe, les contre-attaques, mettre la vitesse, freiner, etc. Et que c'est un magnifique joueur qui a peut-être un peu moins de projections internationales. Et s'il est bien récupéré, je crois qu'il peut être très dangereux. Donc, quoi attendre? Attendre plein une ambiance très forte au stade. C'est une équipe très traditionnelle. C'est une équipe, un classique espagnol. C'est avec Barcelona et Real Madrid, les trois qui n'étaient jamais relégués. Et avec plein de pression, le public, etc. Et puis une équipe qui va essayer d'imprimer un foot très direct. Donc, on peut attendre des contre-attaques, des transitions très vite pour essayer de profiter de Nico Williams et voir si... normalement, il devra jouer à gauche. Donc, c'est Achraf Hakimi qui devra être chargé de protéger ses côtés, mais bon, avec deux flèches, comme les frères Williams. Et puis, Sancet à milieu, un peu, que c'est celui qui regarde à droite, à gauche, comment relancer. Et surtout, insister une dernière fois, complique beaucoup plus les choses, l'effet de jouer à Bilbao, que si c'était à Paris. Les garçons, quand on entend équipe très physique avec un jeu de transition très rapide, ça, pour le coup, ça peut mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. On sait que les équipes qui nous bousculent physiquement, c'est celles qui ont peut-être le plus de chances d'arriver à nous battre. C'est vrai. Après, est-ce que Bilbao sera capable d'imprimer ce rythme-là tout le match? Je sais pas. Regarde Botafogo. Oui. Ce qu'ils nous ont fait. Mais bon, on était crevés, mais quand même. C'est compliqué de comparer, avec. S'ils sont vraiment. Manu, tu penses que c'est une équipe qui peut vraiment bousculer physiquement aussi les joueurs du PSG? Moi, j'ai dit encore une fois, si c'était à Paris, je dirais que c'est pas facile, mais favori très clair les PSG. Le fait que ce soit à Bilbao, on peut pas écarter une victoire de l'Athletic ou un match nul. J'ai dit franchement, ça fait vraiment la différence. Et puis aussi, il faut voir la date. Donc, si les PSG ont du temps pour mettre un peu tous les pieds ensemble de nouveau et voir un peu l'équipe qu'on voyait la dernière saison, évidemment, ça ne sera pas la même chose que si ça arrive tout de suite. Ou peut-être le côté physique est plus important parce que les systèmes, on a vu les deux premiers matchs du PSG, ce n'est pas encore la même équipe qu'on a vu la dernière saison. Donc, le côté physique peut être un peu plus important. Bon, ça donne envie en tout cas. Ce déplacement à Bilbao, Alban, c'était celui qui te tentait le plus. Tu vas y aller avec ton amoureuse. Ouais, c'est ça, on va se faire une petite semaine là-bas. Comment Ah ouais, carrément. Ouais, on en profite comme ça. T'as raison. Elle s'appelle comment d'ailleurs? Anne-Sophie, je lui fais un gros bisou. Anne-Sophie, tu vas passer une bonne semaine à Bilbao, c'est très sympa. Moi aussi. Mais toi aussi, tu vas passer une semaine à Bilbao? Mais pas avec Corinne. Anne-Sophie. Anne-Sophie, elle sera pas dispo. On va relier Bilbao et puis Bayonne, quoi. Ah ouais, en fait, il va y avoir que des couples in love. Tu sais, Manu, est-ce que tu t'attendais à ça? À ce que les supporters parisiens viennent en couple à Bilbao? Je vous dis un truc, Bilbao, c'est une ville magnifique pour profiter de la vie à l'extérieur. Après, si vous buvez aussi les vins blancs typiques du Pays Basque, c'est pas une mauvaise destination pour profiter. Je crois que, par exemple, les supporters du Real iront pas chez l'Almaty pour une semaine, mais pour les supporters du PSG, aller à Bilbao, c'est une magnifique destination. Ouais, c'est vrai. Bilbao et Lisbonne, c'est quand même deux villes très sympas pour faire des déplacements. Et puis il y a Saint-Sébastien pas loin aussi. Ouais, Saint-Sébastien, j'ai un aussi. souvenir excellent de Saint-Sébastien, des pâtisseries là-bas. Un truc de fou. Merci beaucoup Manu Terradios d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de t'entendre. Donc je rappelle que tu es journaliste à RFI et correspondant sportif à Paris. Donc tu es spécialiste du PSG pour la radio espagnole Onda
0. Ne leur donne pas trop d'infos sur nous. Tu fais genre... Je dirais que des mensonges, vous inquiétez pas. Ne leur dis pas que Joao Neves marque des têtes sur les corners, s'il te plaît. C'est notre petit secret, ok? Changement de Luis Enrique, défense à 5 qui ne veut pas garder les ballons et qui attend toujours pour jouer au contre-attaque. Je dirais que des mensonges. Voilà, merci, nickel. Bon, on t'embrasse, Manu. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à tous les journalistes qui nous ont accompagnés pendant cet épisode parce qu'on a quand même appris beaucoup de trucs sur les clubs qu'on va rencontrer. Et puis merci à vous, les garçons. Pascal Le Poulpe, JJ, Merci. Jean-Jacques Buteau, et qui est une des plumes du site internet Virage. Virage qui fête donc ses 10 ans cette saison. Voilà. Happy On birthday, a les fait gars. un podcast avec Julien Cazard il n'y a pas longtemps. Ah bah, alors moi je vous dis, la saison dernière j'ai fait un podcast avec Julien Cazard, ça a été le plus gros carton d'audience de la saison. Ah là, c'est un peu le bazar, hein, mais bon. Ah bah c'est normal, Bazar ça rime avec Cazard. Voilà, te dire. exactement. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Je vais aller l'écouter, Pareil. tiens, votre épisode avec Cazard. Bah oui, forcément, il est exceptionnel. D'ailleurs, il faut aussi que j'écoute en podcast sa libre antenne qu'il a depuis la rentrée là. Et Alban, merci mille fois. Toi, tu pars demain matin aux Aurores à Toulouse pour le déplacement. C'est ça, les Toulousains qui sont bien au niveau du classement, là, je crois qu'ils sont dans les 3 premiers. Ouais, je crois qu'ils sont 3e. Ouais. Ouais. Et nous, on est. Non, ils sont 2e, on est 3e. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Ils ont tout cas. gagné. Non, c'est sûr, mais j'ai un doute Ils s'ils sont sont premiers. Non, ils sont pas premiers. C'est Lyon. C'est Lyon qui est premier. C'est Lyon Ouais. qui est premier. Ils doivent être Ils doivent être 2e alors. troisième. C'est ça. Ouais. Donc Ah, un gros déplacement et puis on reviendra avec la victoire. Et on essaiera de tenir une série d'invincibilité en championnat, ce qu'on n'a pas pu faire la saison dernière. Le mec est déter. Enfin, si, on l'a tenu longtemps quand même. On l'a tenu, on a eu juste 2 défaites, une à Ouais. l'extérieur, une à domicile. Donc là on repart... Pas depuis le début du championnat, tu veux dire. Ouais, non, le début du Il championnat, reste on repart 30, sur 32 journées. On est très optimiste, globalement. On se la pète, mais complètement, mais c'est normal, on est Pierre, encore euphorique. On est champion et on ouais, est je super sais. champion d'Europe Mais on est tout. et vice-champion du monde. Complètement, voilà. Non, mais on est juste heureux, en fait. Ah ouais. On peut conclure là-dessus, je pense. On est heureux. On est heureux, les gars. Merci pour la peluche de poulpe, mon petit poulpe. Pascal, ça me fait super plaisir. Ça va faire des Faut te heureuses prendre à la une photo maison. avec, quand même. Ah bah ouais, quand on coupe l'antenne, je finis. C'était coupé. Ah non, on est encore en train de parler. Maintenant, on va couper et la semaine prochaine, on se retrouvera pour un autre épisode du podcast 100% PSG Le Mag. Salut tout le monde.